Bonjour la beauté. Dans l'Arctique, un groupe de travailleurs creuse à l'intérieur d'une grotte gelée. Soudain, ils découvrent quelque chose pris dans la glace. Ils découpent alors un grand bloc pour l'extraire et un hélicoptère le transporte vers un laboratoire. Les scientifiques envoient immédiatement un fax à l'entreprise responsable de l'excavation expliquant qu'une découverte archéologique très importante a été faite et demandant l'arrêt des forages. Ils demandent également un spécialiste pour étudier ce qui se trouve à l'intérieur du bloc de glace. Peu de temps après, l'anthropologue Stanley arrive au laboratoire. C'est un docteur familier avec l'Arctique car il étudie l'histoire et la culture des Esquimaux. Stanley est présenté à la docteure Diane et aux autres scientifiques qui pensent avoir découvert un animal préhistorique. En 1898, les Russes ont trouvé un mammouth avec des cellules encore viables, donc le groupe place de grands espoirs dans cette découverte. Rapidement, ils utilisent un laser pour découper le bloc de glace avec précaution, couche par couche, afin d'éviter d'endommager la créature. À la surprise générale, l'être à l'intérieur de la glace n'est pas un animal, mais un néandertalien. Stanley examine son apparence et conclut qu'il s'agit d'un chasseur ayant vécu entre 20 et 40 000 ans auparavant. Il souhaite l'examiner de plus près, mais Diane explique que leur objectif est de découper l'homme des cavernes en morceaux pour les envoyer dans les meilleurs centres de recherche du monde. Par la suite, les scientifiques décongèlent le néandertalien et retirent ses vêtements et outils pour commencer à prélever des échantillons de tissu. Ils implantent également un pontage et surveillent son cerveau avec des électrodes. Les tests révèlent que les cellules et les organes du néandertalien sont en parfait état. Diane émet l'hypothèse que les humains anciens possédaient des cryoprotecteurs, des cellules spéciales qui empêchent la cristallisation. Pendant qu'ils poursuivent les tests, les scientifiques sont stupéfaits de constater une certaine activité cérébrale chez le néandertalien. Ils décident d'essayer de ranimer l'homme. Ils l'intubent et lui administrent des chocs avec un défibrillateur jusqu'à détecter un fort battement de cœur. Une fois l'homme des cavernes stabilisé, ils retirent l'intubation et le néandertalien commence à se réveiller. Désorienté par l'environnement, les bruits et les visages masqués, il entre en panique. Stanley enlève son masque et le néandertalien se calme en voyant un visage humain, ce qui permet au groupe de l'endormir avec une injection. Ensuite, le groupe discute de l'avenir de l'homme des cavernes, rêvant déjà d'un prix Nobel. L'équipe de l'Arctique essaie de développer un cryoprotecteur pour congeler des patients atteints de cancer et les décongeler une fois la cure trouvée. Mais avec le néandertalien, ils pensent de pouvoir découvrir une méthode pour congeler des personnes en quête d'immortalité. Stanley désapprouve cette idée, arguant que les humains ne devraient pas vivre éternellement et que le monde est déjà surpeuplé. Les préoccupations de Stanley sont ignorées et les scientifiques conviennent de ne pas informer la presse pour le moment afin d'éviter que le néandertalien ne devienne une célébrité. Stanley propose alors que l'homme des cavernes soit étudié dans un environnement naturel, ce qui pourrait en apprendre davantage sur les temps préhistoriques. Après beaucoup d'insistance, il convainc l'équipe de lui accorder 2 semaines pour mener ses propres recherches. Rapidement, un vivarium spécial est aménagé et le néandertalien y est placé. À son réveil, l'homme des cavernes découvre un environnement familier et commence à suivre sa routine habituelle. Il boit du jus de fruits pour étancher sa soif et chasse un oiseau de son nid pour voler des œufs. La nuit, il fait du feu en frottant des pierres et cuisine sa nourriture. Au matin, il lave son corps sous une cascade avant de partir chasser avec une lance qu'il fabrique lui-même. Il émet plusieurs sons qui attirent l'attention d'un sanglier sauvage, lequel tente de l'attaquer. L'homme des cavernes esquive le sanglier à la dernière seconde et l'animal se retrouve coincé entre les rochers, permettant ainsi au néandertalien de le tuer. Plus tard, alors qu'il pêche, il tombe accidentellement sur un tuyau et casse son extrémité, intrigué par le métal. Après avoir longuement reniflé et léché l'objet, il commence à suivre le tuyau, le tirant du sol jusqu'à arriver à une porte en métal. Il la secoue jusqu'à l'ouvrir. Mais les scientifiques se précipitent pour fermer une deuxième porte et l'empêcher d'entrer. Les créatures du laboratoire commencent à rugir tandis que les scientifiques font beaucoup de bruit pour effrayer l'homme. Furieux, le néandertalien remonte la cascade et trouve la machine qui l'alimente. Il se met à crier tout en tentant de la briser et frappe contre le mur. Un scientifique entre alors dans le vivarium et lui tire une fléchette anesthésiante. Il le place sur une civière pour l'amener dans une salle d'opération où il prévoit de prélever plusieurs échantillons comme initialement planifié. Stanley, désespéré, rappelle à tout le monde qu'il reste encore du temps dans
les 2 semaines qui lui ont été accordées, mais Diane lui dit d'accepter la situation. Le soir, Stanley montre à Diane une vidéo de tribu dansant sur des flammes, mais Diane insiste que ce n'est qu'un blocage nerveux. Stanley fait remarquer que cela pourrait expliquer l'absence de douleur, mais pas celle des cloques sur la peau. Il avance ensuite la vidéo jusqu'à une scène où un homme indigène plante des aiguilles dans le visage de son ami. Comme il n'y a pas de sang, Stanley suppose qu'ils produisent un produit chimique qui protège les tissus. Il émet l'hypothèse que l'homme des cavernes produit également son propre produit chimique et convainc Diane de le laisser l'étudier un peu plus. Dès que le Néandertalien retourne au vivarium, Stanley y entre aussi sans armes ni objets pour ne pas l'effrayer. L'homme des cavernes, méfiant, commence à courir, grognant et criant tout en cherchant des endroits où se cacher. Stanley, effrayé mais déterminé, s'approche lentement jusqu'à ce qu'ils se retrouvent face à face. Après une hésitation, le Néandertalien bondit sur Stanley et se prépare à le frapper avec une pierre, mais il est distrait par un scientifique qui crie d'en haut. Comme Stanley ne tente pas de se défendre, le Néandertalien laisse tomber la pierre. Il observe alors Stanley de plus près, remarquant les différences entre leurs corps. L'homme met ses doigts dans la bouche de Stanley, tire sur ses vêtements et presse son aine pour vérifier qu'il ne lui manque rien. Stanley pousse un cri de douleur et le Néandertalien recule avant de se présenter sous le nom de Arre, que Stanley transforme en Charlie. En retour, Stanley lui apprend à dire son propre nom et réussit même à le faire rire. En remarquant les cicatrices sur le torse de Charlie, Stanley lui en demande la signification et Charlie les appelle Beta tout en pointant vers le haut. La forme des cicatrices et les gestes de Charlie amènent Stanley à penser que cela signifie oiseau. Charlie vole le collier en croix de Stanley et après l'avoir mordu, commence à répéter quelques mots et à gesticuler. Mais Stanley ne comprend pas ce qu'il essaie de dire. Le lendemain, la linguiste Mabel arrive et Stanley lui montre l'enregistrement de sa conversation avec l'homme des cavernes. Mabel explique qu'elle aura besoin de plus d'informations pour le comprendre pleinement. Stanley commence alors à passer plus de temps avec Charlie et apprend plusieurs mots de sa langue pour des choses simples comme pierre, grenouille et os. Charlie partage également sa nourriture avec Stanley. En échange, Stanley lui enseigne des mots faciles en anglais. Mabel observe tout cela à travers les caméras et est impressionnée par l'étendue du vocabulaire de Charlie. Une nuit, alors qu'ils sont assis près du feu, Stanley commence à chanter une chanson. Charlie apprécie et l'encourage à continuer. En jouant avec les os de son repas, Charlie émet des sons pour chanter joyeusement. Peu de temps après, les scientifiques endorment de nouveau Charlie pour prélever d'autres échantillons et commencer une nouvelle expérience. Ils le placent dans une chambre spéciale à très basse température, espérant que cela active les cryoprotecteurs pour faciliter leur extraction. Stanley continue de protester, affirmant qu'il tue Charlie et qu'il ne mérite pas d'être traité comme un cobaye. Le cœur de Charlie commence à ralentir et les scientifiques n'ont pas d'autre choix que de le sortir de là. Plus tard, dans le vivarium, Charlie hurle de rage contre Stanley, mécontent des expériences et des nouvelles cicatrices sur son corps. Soudain, il saute et fait semblant d'attaquer Stanley, frappant le sol avec sa lance avant de la pointer vers sa propre poitrine. Il demande à Stanley de l'aider à mettre fin à sa vie, mais Stanley refuse. Après une lutte, Stanley quitte le vivarium. Plus tard, en privé, Stanley demande de l'aide à Diane. Il explique que toutes ses études éloignent peu à peu Charlie, au point de perdre tout contact avec lui. Stanley veut que Diane l'accompagne dans le vivarium, car il pense que la présence d'une femme pourrait calmer Charlie. En entrant dans le vivarium, il remarque que les mains de Charlie sont blessées et qu'il utilise de la poudre de roche pour dessiner l'oiseau de ses cicatrices sur le sol. Diane est très nerveuse et prend peur lorsque Charlie court immédiatement vers elle pour l'observer de plus près. Après l'avoir reniflé un moment, il partage sa nourriture avec Diane, qui la mange pour ne pas l'offenser, bien qu'il s'agisse d'insectes. Ensuite, Charlie commence à toucher Diane, d'abord de manière amicale, mais il essaye rapidement de regarder sa région de l'aine. Stanley l'arrête immédiatement et les deux hommes se mettent à crier l'un sur l'autre. Stanley est contraint d'utiliser le mot néandertalien pour mienne afin de faire reculer Charlie. Par la suite, Charlie apporte quelques objets de sa grotte pour les échanger contre Diane, mais Stanley refuse. En regardant Diane, Charlie semble triste et commence à répéter les mêmes mots plusieurs fois.
Lorsque Mabel analyse cela, elle pense avoir trouvé le mot de Charlie pour femme. Mais il y a un autre élément qu'elle ne comprend pas. Stanley et Diane demandent à Charlie d'expliquer ces mots et il fait des dessins au sol, révélant qu'il avait autrefois une femme et des enfants. Charlie commence à courir dans le vivarium, répétant ces mots, et Diane réalise qu'il demande où se trouve sa famille. Le moment est interrompu lorsqu'un hélicoptère apparaît au-dessus du site. Comme le plafond est en verre, Charlie le voit et entre en panique. Il commence à escalader les rochers en répétant « bêta », son mot pour oiseau. Les scientifiques demandent immédiatement à l'hélicoptère de partir, mais Charlie ne se calme pas. Il grimpe jusqu'au sommet du vivarium, criant « bêta » en direction du plafond. Un peu plus tard, Stanley rend visite à une tribu d'Esquimaux et partage les mots qu'il a entendus de Charlie. Le groupe les reconnaît. Stanley retourne en courant au laboratoire pour partager sa découverte avec Diane. Bêta fait référence à Sedna, la légende d'un grand oiseau qui agit comme un messager de Dieu et emmène les gens au paradis ou en enfer, selon leur comportement. Stanley théorise que la tribu de Charlie a été anéantie lorsque le pôle magnétique a changé, tuant tous les animaux de la région. Charlie a probablement perçu cela comme une punition divine et est parti en quête spirituelle, cherchant à trouver l'oiseau et à s'offrir en échange du retour des animaux. Maintenant, Charlie croit que l'hélicoptère est Sedna, ce qui explique son agitation. 34 heures plus tard, Charlie porte toutes ses tenues, ses outils et plusieurs ornements que Stanley lui a donnés ces derniers jours. Il utilise également des fruits écrasés comme peinture pour décorer sa peau. Charlie ne cesse de chanter, manifestement impatient du retour de son Dieu. Chaque fois que Stanley entre dans le vivarium, Charlie se cache jusqu'à ce qu'il parte, refusant de communiquer. Un après-midi, Charlie monte les escaliers et après avoir observé Stanley à maintes reprises, il sait qu'il doit appuyer sur un bouton. Il entre dans le laboratoire et se faufile avec précaution, s'assurant que les scientifiques ne le remarquent pas. Arrivé dans un couloir vide, il trouve un miroir et commence à grogner contre son propre reflet. Pensant que l'autre homme le défie, Charlie brise le miroir avec sa lance. Il entend alors une voix dans les haut-parleurs et court, effrayé, dans le couloir jusqu'à atteindre la salle contenant tous les animaux du laboratoire. Alors qu'il observe l'oiseau, l'ours grogne et Charlie continue de bouger. En essayant de prendre le prochain couloir, il se heurte aux portes en verre. Il essaie rapidement à nouveau et les portes s'ouvrent automatiquement, lui permettant d'entrer dans une autre pièce. À ce moment-là, il est effrayé par le bruit d'un véhicule en mouvement et se cache derrière une photocopieuse. Cependant, Charlie l'active accidentellement et prend peur de nouveau puis commence à courir. Après avoir été surpris par l'ascenseur, il entre dans un laboratoire et casse un flacon d'acide qui brûle légèrement sa main. À ce moment-là, les scientifiques éteignent les lumières, ce qui plonge Charlie dans la panique. Il commence à grimper sur les meubles, mais il glisse sans cesse, cassant divers équipements. Un scientifique entend le bruit, entre dans la pièce et rallume les lumières. Charlie, à nouveau effrayé, attaque immédiatement et tue l'homme avec sa lance. Ensuite, Charlie recommence à courir, complètement incontrôlable, en entendant soudain l'alarme. Il traverse une porte au hasard et trouve un tunnel qui devient de plus en plus froid à mesure qu'il avance. En découvrant une sortie de secours, il la traverse rapidement et arrive enfin à l'extérieur. Il aperçoit l'hélicoptère et court à sa poursuite, mais le pilote le frappe avec les patins pour le faire tomber. Les scientifiques finissent par arriver, récupèrent Charlie et le ramènent à l'intérieur. Peu après, ils examinent les radiographies qui confirment que Charlie n'a ni os cassés ni blessures à la tête. Les scientifiques, furieux, blâment Stanley pour la mort de leur collègue, affirmant que ses recherches sont responsables. Ils annoncent que les expériences sont terminées et que Charlie sera transféré dans une autre installation. Stanley tente d'expliquer que Charlie mourra s'il est maintenu en cage, mais ses préoccupations sont ignorées. Refusant d'abandonner, il conclut secrètement un accord avec le garde de la porte. Bientôt, Stanley entre dans le vivarium avec plusieurs pots. Une fois que Charlie est correctement protégé contre le froid, Stanley l'emmène pour une promenade. Les scientifiques réalisent qu'ils ont disparu et commencent à les chercher en suivant leurs empreintes dans la neige. Alors que le duo continue de marcher, des plaques de glace commencent à s'effondrer et une crevasse s'ouvre soudainement, séparant Stanley de Charlie. Lorsque l'hélicoptère les localise enfin, Charlie est excité et crie « Bêta » avant de sauter. Il parvient à s'accrocher au patin de l'hélicoptère et chante joyeusement pendant le vol. L'un des pilotes tente de l'attraper, mais Charlie lâche les patins et tombe, glissant sur plusieurs kilomètres dans un état étonnamment joyeux avant de rencontrer sa fin.
Ainsi se termine Iceman, film de science-fiction et drame de 1984. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.